Les défis sont multiples puisque on est dans une accumulation aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'Union européenne, de menaces, de crises, terrorisme à l'intérieur, réfugiés aux frontières et toutes les crises extérieures de la Russie au Levant, à l'Afrique, etc. Donc les défis stratégiques ils sont extrêmement nombreux, mais je crois qu'il y en a un qui est très important parce qu'il est nouveau, qui ne correspond pas à une menace extérieure au sens classique du terme, mais qui est la rupture de l'identité de la famille occidentale. Autrement dit, pour la première fois, je crois, depuis l'élection de Donald Trump, et pour la première fois depuis le raidissement de la dictature en Turquie, on a les deux pays qui sont les piliers de la famille occidentale, de la famille atlantique, c'est-à-dire la Turquie et les États-Unis. Ces deux pays évoluent, pour des raisons internes qui leur sont propres, dans un sens qui est contraire aux principes démocratiques et aux valeurs européennes. Autrement dit, on a pour la première fois une rupture de la solidarité atlantique. Non pas parce qu'on était en désaccord sur la Russie ou sur l'Irak comme on l'était en 2003, voire même sur les euromissiles comme on l'était en 1983, mais on a une rupture parce qu'on est en désaccord sur les valeurs mêmes qui portent nos démocraties. Alors la Turquie, c'est évident, la Turquie devient une dictature. Or, le préambule de l'OTAN dit que la défense des Occidentaux, c'est la défense de la démocratie. Est-ce qu'on a envie d'être l'allié d'une dictature qui est censée protéger notre flanc sud? Première question. Et quant à M. Trump, c'est évidemment, les États-Unis restent une démocratie, mais ils ont élu à leur tête un président qui est parfaitement imprévisible, irascible, irrationnel, incontrôlable. Et donc, comme fondement de notre sécurité, comme leader de l'Alliance Atlantique, l'élection de Donald Trump pose véritablement un certain nombre de questions. Moi, je ne suis pas loin de penser que les États-Unis ne sont plus un allié des Européens, mais sont un danger pour les Européens, y compris d'ailleurs sur le plan commercial, puisque vous le savez, Donald Trump remet en cause les fondements du libéralisme économique. Donc ça, c'est un défi très important. Alors, c'est pas une menace au sens militaire du terme, mais c'est un vrai défi parce que c'est nouveau, parce que les Européens ont l'habitude finalement, in fine, au bout du compte, de compter sur les États-Unis pour tous les problèmes de la Terre. Or là, non seulement ils ne peuvent pas compter sur les États-Unis, mais ils peuvent être remis en question par les États-Unis. Je prends l'exemple du réchauffement climatique. Donald Trump a dénoncé au mois de juin l'accord de Paris, remise en question aussi sur l'accord avec l'Iran sur la non-prolifération nucléaire. Donald Trump n'arrête pas de dire qu'il n'aime pas cet accord et qu'il va l'en sortir, alors que c'est 7 ans de négociations sous leadership européen, et en désaccord aussi, menacés peut-être aussi sur leur sécurité, puisqu'on ne sait pas trop ce que Donald Trump pense de l'OTAN. Donc une des conclusions, c'est que les Européens doivent se prendre en main, qu'on a de plus en plus de crises, de moins en moins de fiabilité américaine, et donc il faut de plus en plus d'Europe. Ça, c'est le premier point de votre question. Ensuite, sur les paradoxes, là aussi, il y en a des milieux, mais le premier paradoxe, je crois, c'est que l'Europe est de plus en plus menacée et de moins en moins préparée à répondre à cette menace. Ce qui me frappe, c'est la coïncidence entre l'accélération du temps stratégique où les menaces s'accumulent autour et à l'intérieur de l'Union, et puis le statu quo politique, l'impréparation absolue. Les chefs d'État ne se réunissent jamais pour parler de l'état du monde. Il n'y a aucun endroit en Europe où on peut regarder tranquillement l'évolution de la mondialisation et se dire mais quels sont nos intérêts communs, quels sont les défis communs à l'Union européenne. Et donc quand Emmanuel Macron dit qu'il faut absolument une culture stratégique commune, il a absolument raison, c'est le b.a.-ba. Et donc on a ce premier paradoxe d'une Europe menacée et totalement non préparée, et qui continue de faire comme si le monde ne changeait pas. C'est-à-dire on a une révolution politique pratiquement tous les ans, mais l'Europe continue de faire comme si rien ne changeait, comme si l'Amérique allait nous défendre, comme si l'OTAN était toujours le fondement de notre sécurité, etc., etc. Et on risque de se retrouver avec le pire des deux mondes, c'est-à-dire une Amérique insaisissable ou regardant ailleurs, et une Europe inexistante. Et donc on risque de se trouver dans un véritable vide stratégique. Et le deuxième paradoxe, ça je crois que c'est beaucoup plus grave et qu'il faut en tirer des leçons, c'est l'Europe est la première victime
de sa politique d'abstention stratégique qui a été son choix sur les 50 dernières années. Les Européens ont choisi de ne pas être une grande puissance dans le monde, de ne pas intervenir dans les crises, de laisser faire l'Amérique, d'agir en complément ou en appui de la puissance américaine, mais jamais comme une puissance autonome qui a sa propre vision du monde. Et on pensait qu'avec cette délégation à l'Amérique, eh bien, on serait tranquille, en tout cas on pourrait à l'intérieur de l'Union européenne continuer dans un certain confort notre politique d'intégration, etc., etc. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, cette abstention à l'extérieur se paye par le fait que nous sommes la première victime à l'intérieur du terrorisme et des réfugiés qui sont une des conséquences des guerres extérieures. Autrement dit, à force de nous abstraire du monde, nous ne sommes pas du tout armés pour supporter les conséquences des désordres du monde chez nous. Et le terrorisme, comme la question des réfugiés, ça n'est que jamais que l'expression à l'intérieur de l'Europe de crises non résolues à l'extérieur de l'Europe et pour lesquelles les Européens ont toujours voulu déléguer la solution à l'Amérique. Donc ça, c'est un vrai paradoxe. C'est-à-dire, si on veut lutter efficacement contre le terrorisme et contre l'arrivée massive de réfugiés sur des terrains non préparés, si on veut remédier à cela, eh bien, il faut peut-être s'occuper des crises du monde, des crises extérieures, développer l'Afrique, fixer les populations chez elles, résoudre les crises du Moyen-Orient, trouver une solution pour la Libye, pour la Syrie, etc., etc. Et donc la conséquence de ces deux paradoxes, c'est qu'il est temps que les Européens se prennent en main et construisent une politique étrangère commune, une vision du monde commune, et si besoin, des moyens militaires communs. Je fais partie de ceux qui ne pensent pas que le Brexit est une catastrophe pour l'Europe. Je trouve que c'est une catastrophe pour les Anglais. Ça met fin à des siècles de puissance britannique dans le monde. C'est vraiment suicidaire de la part des Anglais. Et vraiment, je compatis à leur... je compatis à cette situation absolument incroyable qui est que l'une des plus grandes puissances européennes s'auto-mutile sur la scène mondiale. Donc c'est une catastrophe pour eux, économique, financière. Ça sera une catastrophe sans doute militaire, ils seront seuls. Mais ça n'est pas une catastrophe pour nous, Européens. C'est un problème. C'est une négociation difficile, c'est des soucis, il faut être intelligent, etc. C'est un problème comme on en a beaucoup d'autres. Et je souhaite qu'on ne passe pas les années à venir à mettre toute notre énergie créatrice dans le Brexit, alors qu'on a énormément d'autres choses à faire entre Européens. Et les Anglais voudraient nous faire croire que c'est une catastrophe partagée, qu'il faut absolument qu'on trouve une solution très vite, parce que sinon l'Europe et même le marché unique ou la zone euro vont en pâtir. C'est pas vrai. La victime, c'est la Grande-Bretagne. Nous, ça nous pose des soucis, mais je dirais ce sont des dommages collatéraux. Donc ça, c'est le premier point. Quant à la défense européenne, le Brexit, en tout cas, ça n'est pas un défi stratégique. La défense européenne s'est faite depuis 2003 sans les Anglais. Ils ont toujours été contre, ils ont toujours mis un veto partout, pas de budget pour l'Agence européenne de défense, pas de concurrence avec l'OTAN, pas d'état-major militaire. Et quand ils ont mis des troupes dans les opérations européennes, c'est jamais dans les opérations terrestres, jamais. C'est seulement quand il y a une opération navale qu'ils peuvent commander. Donc les Anglais, on a fait la défense européenne, en tout cas l'embryon de défense européenne qui existe sans eux. Donc le fait qu'ils n'y soient plus, qu'ils ne soient plus membres de l'Union européenne, ça n'est pas un problème. Je dirais presque que c'est un soulagement. C'est-à-dire que si on a d'autres initiatives, et là aussi Emmanuel Macron a parlé de coopération structurée permanente, de développer une force européenne d'intervention, eh bien au moins on n'aura pas à gérer le veto britannique. On aura peut-être le veto d'autres pays, mais le veto systématique de la Grande-Bretagne sur toute initiative européenne en matière de défense, celui-ci, il est écarté. Et donc, je ne dirais pas que c'est une opportunité, parce que c'est toujours dommage quand un grand pays quitte l'Union européenne, mais je dirais en tout cas que ce n'est certainement pas un affaiblissement de la défense européenne, c'est plutôt une espèce de marge de manœuvre plus grande pour ceux qui veulent et qui peuvent, pour avancer dans l'Europe de la défense sans attendre que l'autorisation des Britanniques. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Alors, ils vont essayer dans les négociations de dire la sécurité, c'est tellement important, on ne peut pas séparer les espaces, il faut qu'on reste membre, qu'on soit membre de la défense européenne. Moi, j'espère qu'on dira non. Il faut bien séparer les choses. Soit ils sont membres et on joue franc jeu, soit ils ne sont plus membres et ils seront associés comme les Norvégiens, mais pas plus.
L'Europe, c'est déjà un très grand acteur global. On oublie trop souvent de dire, et surtout en France, où on a cette vision d'une Europe qui ne marche pas, c'est le bazar, où il n'y a que du chômage, des populistes et des crises centrifuges. Mais quand on sort un peu de la France et qu'on regarde l'Europe de l'extérieur, c'est une immense puissance globale. C'est la première puissance économique du monde, c'est la première puissance commerciale du monde, on a le premier PIB mondial, nous avons avec l'euro la deuxième monnaie de réserve dans le monde, 26% des échanges monétaires se font en euros, des réserves de change, pardon, se font en euros. On est la première puissance avec la Banque mondiale pour le financement des pays en sortie de crise, on est la première puissance du monde pour l'aide publique au développement, on est une très très grande puissance mondiale. La seule chose que l'on n'a pas pour être une puissance globale, c'est une vision commune du monde entre Européens et une volonté d'agir ensemble sur ce monde. Autrement dit, ce que l'on n'a pas, c'est la prise de conscience d'un intérêt, ce que j'appelle un intérêt national européen, ce qui est un oxymore. Les mots sont contradictoires, mais les Européens n'ont pas le sentiment d'appartenir à un ensemble qui a des intérêts et qu'il faut défendre ensemble. Donc ce qui nous manque, c'est la conscience collective de l'identité politique de l'Europe. Mais je crois qu'il faut l'obtenir, et je crois qu'il faut la construire à partir de solidarités différentes. C'est un maillage de solidarités diverses, mais oui, je crois que l'Europe peut être un acteur global, c'est-à-dire non seulement un acteur commercial, non seulement celui qui répare après les conflits, mais un acteur qui peut avoir voix au chapitre dans la solution diplomatique des conflits. Ça ne sert à rien de financer l'autorité palestinienne si on n'a pas notre mot à dire sur la solution du conflit israélo-arabe. Ça ne sert à rien de donner 6 milliards de dollars à l'Afghanistan si on n'a pas la moindre idée de la façon de stabiliser à l'avenir ce pays. Même chose sur l'Irak, sur la Syrie. Donc il faut vraiment que les Européens aient une diplomatie commune, mais pour avoir une diplomatie commune, il faut se mettre autour de la table et essayer d'avoir une vision commune du monde et du rôle que l'Europe peut avoir là-dedans. Alors ça mettra du temps, c'est très long, mais je crois qu'on peut le faire sous leadership de quelques-uns. Et là, je crois que la France a vraiment une responsabilité historique à jouer. Le président Macron, on a la chance d'avoir Emmanuel Macron qui n'est pas embarrassé par tout, si je puis dire, la rhétorique diplomatique traditionnelle. Donc on a la chance d'avoir un président visionnaire. Et donc je crois qu'il peut jouer avec l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, un leadership à 4 pour dire aux Européens, voilà, c'est ce que nous voulons dans la mondialisation, c'est ce que nous voulons pas, nous voulons être à la table des négociations, nous voulons que l'Europe écrive les règles de demain au lieu de subir des règles écrites par d'autres au bénéfice des autres.